Annales akashiques et décodage familial. Comment les annales akashiques peuvent nous aider dans une démarche de décodage familial en psychogénéalogie pour résoudre un certain nombre de problèmes, pour résoudre un certain nombre de conflits familiaux, pour résoudre un certain nombre de souffrances dont nous avons hérité du fait de notre lignée. Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo. Comme certains savent peut-être, je suis aussi spécialisée en décodage familial, en décodage biologique, et j'aime interroger ces ancêtres qui nous transmettent au niveau de la génétique, leur sang, leurs gènes, leur ADN, mais aussi la mémoire. D'un point de vue strictement physiologique, les recherches ont clairement démontré que lorsqu'un de nos ancêtres a vécu un trauma important, que ce soit une perte de terre, une perte financière importante, une ruine, une perte d'entreprise importante, une perte de situation, la mort d'un époux, d'une épouse, quelqu'un qui est parti à la guerre, un enfant qui est décédé avant l'âge, des choses, une femme qui est morte en couche, une mère qui n'a pas pu s'occuper de ses enfants, des enfants morts trop jeunes. Et tant de choses douloureuses, en souffrance, qu'ont vécu nos ancêtres, eh bien, ça crée des traumas. Et ces traumas ont impacté l'ADN. Et comme l'ADN, eh bien, c'est ce qu'on transmet aux générations futures, eh bien, le trauma s'est transmis aux générations futures. On a coutume de dire que le trauma arrive première génération, deuxième génération, ça va à peu près, troisième génération, c'est là où le trauma va ressortir. C'est là où les mots doivent être dits, c'est là où les choses doivent être expurgées. Si c'est pas fait à la troisième génération, ça explose à la quatrième. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a cette idée que première génération, on gagne de l'argent, le deuxième, eh bien, on en profite, et le troisième, on dilapide. Alors, si c'est pas le troisième, c'est souvent le quatrième. Pourquoi? Parce que c'est le retour du refoulé. Qu'est-ce que c'est que le retour du refoulé? Eh bien, c'est tout ce qu'on a enfoui dans son inconscient. C'est des fois des compromis, des compromissions qu'on a été obligé de faire pour gagner de l'argent et parfois au détriment d'autres personnes. Eh bien, on a un petit censeur intérieur qui va nous dire ça, c'est pas bien. Ça, ce n'est pas conforme. Ce n'est pas conforme au programme de tes ancêtres. Ce n'est pas conforme aux injonctions de la religion. Et tout ça, ça va nous faire un petit moralisateur, un petit diablotin, qui va s'activer à l'intérieur de soi, c'est l'inconscient. Et puis à un moment donné, on transmet le paquet aux générations suivantes. Et puis à un moment donné, ça va déborder. Il y a une personne qui va être appelée à guérir l'arbre générationnel. Alors comment on va guérir l'arbre générationnel? Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi on va guérir l'arbre générationnel? Eh bien, parce qu'on a tellement de souffrances dans son vécu, tellement de synchronicité au niveau des dates de naissance, des dates de mort, des prénoms. Des fois, on porte le prénom d'une personne qui est décédée, d'un enfant qui est mort-né. Une mère a perdu un enfant et puis elle va donner le prénom à un autre enfant, exactement le même. Eh bien, à un moment donné, cette souffrance familiale, cette souffrance transgénérationnelle va nous déborder. Parce qu'il y a non seulement la souffrance de l'ancêtre, mais il y a aussi la souffrance des deux lignées. Les deux lignées qui se rejoignent à travers nous. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas seuls dans le monde. Nous sommes l'enfant de nos parents. Bon, jusque-là, rien de bien surprenant. Mais nos parents sont les enfants des grands-parents. Et on monte, on cumule. Donc, il y a de plus en plus de lignées, de plus en plus d'histoires et de plus en plus de risques et de traumas et de troubles et de choses qui sont bloquées. On va me dire, oui, mais c'est dans la lignée du père. Alors, pourquoi le père a épousé cette femme? Eh bien, parce que les lignées sont en lien. C'est-à-dire, quand on va trouver une histoire problématique dans une lignée, on va la trouver aussi dans l'autre lignée. Si je n'arrive pas à débloquer ma lignée par rapport aux informations que j'ai, il faut aller chercher en miroir l'autre lignée. Si ça ne marche pas comme ça, si je n'ai pas non plus d'informations, parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune information, on va regarder la personne à qui je vis. Et c'est sa lignée à elle qui va nous raconter un petit peu l'histoire de la famille, l'historicité, où ça bloque et comment sortir de cette souffrance. Parce que le but de la psychogénéalogie, le but de nettoyer ces mémoires collectives, ces mémoires familiales, qui sont des mémoires collectives, qui nous empêchent d'avancer, quand on est invité à lever ces souffrances, c'est que soi-même, on n'arrive plus à avancer.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, va arriver quelqu'un qui est sacrificiel dans l'arbre, et là, ça passe ou ça casse. Ça passe, ça veut dire qu'il va nettoyer l'arbre. Il va couper des branches, il va mettre des blessures là où il faut, il va recréer une dynamique, et l'arbre va de nouveau partir sur des bonnes bases. Ou alors, il va couper l'arbre. Quand je dis couper l'arbre, il y a deux manières de couper l'arbre. La première, il va se stériliser. Donc, il va consciemment ou parfois inconsciemment avoir des problèmes d'engendrement. Donc, dire, voilà, donner la vie pour lui ne fera pas sens. Alors, ça peut se jouer au niveau conscient ou au niveau inconscient. Et là, on a tous les problèmes de stérilité, par exemple. Qu'est-ce qui ne fait pas sens quand on a des problèmes de stérilité? Alors, attention, on ne va pas juger ici les gens qui ont du mal à engendrer, parce que chez ces personnes-là, c'est une vraie douleur. Hein, c'est une vraie souffrance. Dans ce cas-là, si vraiment on n'arrive pas à engendrer, eh bien, l'adoption peut en effet être une autre solution, hein, pour renouveler l'arbre. C'est-à-dire être quand même parent, mais renouveler l'arbre. Et si on a décidé de stériliser l'arbre, eh bien, malheureusement, ça va arriver des fois à des extrémités. C'est-à-dire qu'on a des comportements d'autodestruction. On a des comportements où on va s'attaquer à sa propre corporalité, à sa propre intégrité. Alors, ça va donner des comportements très destructeurs. Ça va donner des comportements où on se met en danger. Donc, on a là toutes les conduites à risque. On a là les passages à l'acte aussi. Hein. Toutes les personnes qui vont se scarifier, qui vont se mortifier, qui vont avoir des conduites d'addiction dangereuses, et puis aussi les personnes qui vont tenter de mettre fin à leur jeu. Donc là encore, hein, comme j'ai dit, attention, on ne juge pas. Ces personnes-là sont en souffrance. Il faut l'entendre. C'est pas facile. C'est pas facile pour ces personnes qui sont en souffrance. C'est pas facile pour la famille. C'est pas facile pour leurs proches. Ça crée beaucoup de souffrance, beaucoup de culpabilité. Mais ça met aussi le regard, ça focalise aussi le regard sur ce qui est douloureux, aussi bien au niveau de la personne que de l'art. Donc ça, c'est le travail en psychogénéalogie. Quand on reçoit une personne en psychogénéalogie, on va lui faire dessiner un arbre, on va chercher le projet sens, hein, le projet de la famille. Qu'est-ce qu'elle est venue incarner? Qu'est-ce qu'elle représente pour sa famille? Qu'est-ce qui s'est passé dans les 4 mois de la grossesse de la mère? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'accouchement? Qu'est-ce qui s'est passé au plan de la programmation de l'âme? Qu'est-ce qui s'est passé dans le choix des prénoms? Vous avez des personnes qui naissent, on leur donne un mauvais prénom. Il y a un problème à l'enregistrement. L'enfant n'a pas pu être enregistré sous son vrai prénom. Moi, j'ai eu un problème. Je n'ai pas été enregistrée sous le bon prénom. Il y a eu une erreur d'enregistrement. Erreur que mes parents n'ont jamais corrigée, n'ont jamais cru utile de rectifier. Donc, toute ma vie, j'ai vécu avec un prénom qui n'est pas le mien, puisque c'est mon deuxième prénom qui est usuel, Maëva. Tout le monde m'a toujours appelé Maëva. À l'école, on m'a toujours appelé Maëva. Mes diplômes sont au nom de Maëva. Mon bateau est à mon nom, de Maëva. Mais officiellement, c'est que mon deuxième prénom. Donc, il y a une erreur. C'est quoi cette erreur? Pourquoi on a fait une erreur? Et surtout, quand on a fait une erreur, c'est une chose, mais pourquoi on ne l'a pas corrigée? Ça, c'est intéressant de se poser la question. Hein. Et puis, il y a des personnes qui sont arrivées en disant mes parents attendaient un garçon, c'est arrivé une fille, ça s'attendait pas du tout, ça n'avait pas de prénom de fille. C'est le médecin que je choisis. C'est la sage-femme qui a choisi. C'est la personne qui passait, c'est-à-dire c'est le voisin. Alors, c'est pas facile pour l'enfant. Ça va poser la question d'une part de la valeur, ça va poser la question de qui suis-je, ça va poser la question de la dévalorisation. Donc après, d'un point de vue positif, quelle est ma valeur, hein? Si je suis dévalorisée dès l'origine, quelle est ma valeur? Comment vais-je pouvoir reconnaître ma valeur? Ça va créer des syndromes d'imposteur, ça va créer des troubles cognitifs qui peuvent être profonds, parce qu'il va falloir aller chercher quelque chose qui ne nous a pas été donné au départ. Alors, c'est vrai qu'actuellement, les enfants bénéficient d'une éducation bienveillante. C'est la nouvelle mode des éducations bienveillantes. Mais c'est génial. C'est-à-dire que quelqu'un comme moi, des femmes de ma génération, on a dû être conforme. Conforme à ce qu'on attendait de nous, conforme à une image, conforme à ce que la société a dû attendre de nous. On a dû être formaté. C'est-à-dire, on était considérés comme du matériau brut, de la poterie, et il fallait nous formater, hein, nous modeler à être un pot comme les autres, hein, une potiche comme les autres, hein, un objet décoratif qui était plus ou moins animé d'une âme. Mais un enfant n'était pas une personne. C'était un mélange, c'était un peu entre la personne et la chose.
quand c'était pas un petit animal. Voilà. Alors c'est des mots assez durs, ce que je dis. Moi, j'ai pas du tout une fascination pour les éducations passéistes. Je pense qu'actuellement, on a beaucoup progressé sur la compréhension de l'enfant, sur la compréhension des besoins de l'enfant, et c'est ce qui va permettre aussi de lever toutes les souffrances en décodage familial, en décodage biologique, parce que là, c'est ma génération qui a beaucoup souffert. Pourquoi? Parce qu'on est troisième génération après-guerre et la génération de ma fille, quatrième génération d'après-guerre. Donc, les générations, troisième, quatrième génération d'après-guerre, eh bien, c'est à nous de lever les blocages Seconde Guerre mondiale. Donc, au niveau de notre arbre généalogique, au niveau de nos traumas cognitifs, au niveau de notre manière d'intégrer, de restituer et de guérir l'arbre familial, eh bien, forcément, cette histoire de Seconde Guerre mondiale, elle nous obsède. Si nous n'avons pas des origines françaises, on peut avoir aussi d'autres origines, comme espagnole, ça va être la guerre en Espagne. Allemande, eh bien forcément, c'est le traumatisme allemand. Et puis juive, alors là, c'est le traumatisme de la Shoah. La Shoah que personne n'explique. Les juifs n'expliquent pas la Shoah. C'est de l'ordre de l'inexplicable. C'est de l'ordre de l'innommable. Comment on va pouvoir nommer ce qui est innommable? Eh bien, des fois, dans nos familles, il y a des secrets qui sont innommables. Alors, quand c'est innommable, ce n'est pas nommé. Si c'est pas nommé, on peut pas en guérir. Ah, véritable problème. Qu'est-ce que c'est que l'innommable? L'innommable, c'est ce qu'on peut pas nommer. Alors, il y a deux mots qui sont assez proches, mais là, on va parler véritablement de l'innommable. L'innommable, c'est ce qui colle. Ce qui colle, c'est ce qui adhère, c'est ce qu'on ne peut dire, c'est ce qu'on refoule forcément. Et puis un jour, il y a un éclairage dessus, on est obligé d'en parler. Et là, ce sont les mémoires d'enfants qui ont été violentés, qui ont été abîmés, qui ont été estropiés pendant leur enfance par des violences profondes, et notamment des violences sexuelles. Donc là, on est dans l'innommable. Comment est-ce qu'on va arriver à nommer l'innommable? Eh bien, le nombre d'enfants qui ont subi malheureusement ces violences est très importante. Et ça explique aussi le besoin actuel de recourir à des techniques de décodage familial, à des décodages psychologiques, à des techniques d'apaisement pour entrer dans une forme de résilience. Donc cette souffrance de ces enfants une fois devenus adultes, eh bien ça explique, parce que le nombre est quand même très élevé, en termes de pourcentage, c'est énorme. C'est-à-dire que quand j'étais avocat, j'avais été stupéfaite du nombre d'enfants qui ont été maltraités. C'est stupéfiant. C'est proprement scandaleux. Eh bien, ces enfants, une fois devenus adultes, ils ont un besoin d'apaiser ça. Ils ont un besoin d'alchimiser ça. Parce qu'ils ne sont pas que ça. Ce sont des adultes. Donc, comment est-ce qu'ils vont reprendre le cours de leur vie sans se définir par rapport à ce traumatisme? Eh bien, c'est tout l'enjeu des questionnements que l'on va poser en thérapie, auxquels on va répondre en développement personnel et que l'on va tenter d'apaiser pour trouver un sens. Parce que en fait, nous ne sommes pas nos traumatismes. Nous avons vécu un traumatisme, nous avons été profondément atteints, mais à un moment donné, nous sommes invités à dépasser le traumatisme et à nous définir autrement, à ne plus nous définir par rapport à notre traumatisme. C'est-à-dire, je suis enfant d'eux, j'ai été un enfant abusé. Ok, c'est terrible. Attention, là, on est dans le mal absolu. Mais si tu as vécu ça, tu es invité au jour d'aujourd'hui à te définir autrement. Donc, tu es un adulte. Ah. Et le traumatisme, ça ne veut pas dire qu'il faut le nier. Mais qu'est-ce que tu envisages dans ta vie pour te définir, hormis ce traumatisme? C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est à ça que nous invite le décodage familial. Alors, je me suis un petit peu éloignée du sujet. On va revenir aux annales akashiques. Donc ça les annales akashiques, quand on va faire un dessin, par exemple, et puis d'un coup, on va bloquer. Là, j'ai eu en consultation une histoire qui est quand même très, très dure, très souffrante, des parents qui ont 2 enfants qui sont malades. Même maladie. Lourd. Lourd pour les parents, lourd pour les enfants, lourd pour la compréhension de tout ça. Comment est-ce que humainement on va pouvoir donner du sens à ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir accepter l'inacceptable? Des fois, on ne peut pas accepter l'inacceptable. Mais il y a quand même dans l'humanité un besoin de trouver un sens à ça.
de trouver, de mettre ça en mots, même si c'est très douloureux. Eh bien, les annales akashiques apportent une réponse. Moi, j'ai eu une consultante dont l'enfant était très malade. Le petit, malheureusement, il va mieux. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Leucémie. Donc, j'ai eu la maman en séance, pour une séance très particulière, qui m'a beaucoup impactée. Et il y a eu un agencement entre la maman et son fils. Il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui s'est mis en route, d'une confiance, d'un espoir, d'une espérance. On a pu nommer des choses, on a pu dire des choses. Eh bien, réinscrire quelque chose qui n'est pas acceptable, comme la souffrance d'un enfant, la maladie d'un enfant, dans une autre compréhension, même de dire que ce n'est pas acceptable, et accepter de dire que ce n'est pas acceptable, ça fait sens. Et ça, les annales akashiques nous aident à ça. Elles nous aident à réinscrire le principe du vécu, la souffrance du vécu, à exprimer cette souffrance, mais dans une autre compréhension. Ce n'est pas la souffrance que je ne peux pas exprimer. C'est une souffrance qui est au-dessus de ce que je peux porter, et pourtant je suis obligée de l'affronter. C'est terrible, c'est terrible. Et pourtant, l'humanité, malheureusement, c'est aussi ça. C'est aussi, à un moment donné, dans nos souffrances de famille, porter des choses qui nous dépassent complètement. Et là va se poser la question des lignes karmiques. Pourquoi, d'un coup, une famille est invitée? Alors, invitée, c'est un mot très positif pour quelque chose de très sombre, mais pourquoi elle est touchée par cette douleur? Pourquoi cette famille est touchée dans cette souffrance? Comment est-ce que les membres vont se positionner par rapport à cette douleur? Comment tout le monde va s'agencer? Parce qu'une famille, c'est un groupe. C'est un groupe karmique, en fait. La famille qu'on a en bas, c'est le reflet de notre famille d'âme. Alors, certains membres de notre famille sont, en effet, des membres de la famille d'âme, mais pas tous. Et la question à se poser, c'est-à-dire que là, on va dépasser le plan individuel. On va rentrer dans le plan collectif, qui est de se poser la question, mais quel est le sens au niveau du groupe de ce que nous vivons tous? C'est pas facile, hein. Et pourtant, c'est une démarche où, à un moment donné, on va se poser la question du sens si on veut continuer à vivre. L'être humain, il a besoin d'explications. Il peut pas juste de se contenter de je vis quelque chose et je ne mets pas du sens dessus. S'il met pas du sens, il va mettre de la colère. Il va mettre de la rancœur, de la rage, de l'incompréhension, du déni. Et c'est humain. Et c'est normal. Mais à un moment donné, pour mettre de la lumière, pour mettre tout ça en lumière, pour incarner un chemin de spiritualité, bien, pourquoi j'ai vécu ça? C'est terrible. Ça ne veut pas dire qu'on souffre moins, mais on a besoin de réinscrire ça dans le sens. Alors, l'un des sens qui est posé, c'est de dire mon âme, elle a choisi cette épreuve. Moi, honnêtement, j'en suis pas convaincue. Je suis pas convaincue que l'âme choisit toutes les épreuves. Mais certaines personnes ont besoin de cette affirmation pour faire sens. C'est tout à fait respectable. Donc, c'est admis. Si ces personnes arrivent en me disant, voilà, mon âme a choisi, si c'est la personne elle-même qui le dit, je respecte. Parce que c'est le sens qu'a trouvé la personne pour supporter son épreuve. Je n'ai pas à lui enlever ses certitudes. Par contre, ce n'est pas moi qui vais lui dire, votre âme, elle a choisi. Ça, c'est pas quelque chose que je fais. D'abord parce que je n'en ai pas la preuve, ça c'est le premier point. Deuxième point, parce que lorsqu'on va dans les annales akashiques, on y va surtout pour faire de la tolérance et pour être ouvert, pour aider la personne à l'accompagner au mieux de ses difficultés, pas pour donner des principes, pas pour donner des blocages, pas pour enfermer la personne. Si la personne elle est bloquée dans un principe, c'est qu'il y a le déblocage immédiatement. C'est pas toujours le cas. Et en plus, il y a des âmes qui choisissent en effet une famille, qui choisissent en effet un groupe. Ça, c'est en effet une règle, mais il y a certaines âmes qui choisissent une expérience. C'est-à-dire, elles doivent atteindre un certain niveau, elles doivent avoir certains objectifs, elles viennent là pour une mission particulière, et donc, elles vont choisir un pays, elles vont choisir un contexte, plutôt qu'une famille et plutôt que des personnes. Donc, ça va poser problème parce que des fois, il y a une adéquation. Elles vont choisir un programme, pas forcément la famille dans laquelle elles vont vivre. Par contre, quand elles choisissent un programme, il y a toujours au niveau des amis, des personnes de la famille d'âme qui vont accompagner, qui vont apaiser, qui vont donner des éléments pour que la personne grandisse en qualité et soit conduite petit à petit vers ce qu'elle a à vivre et vers ce qu'elle a. Donc ça, c'est au niveau des familles, hein, l'incarnation de la famille, l'incarnation de l'âme, la compréhension. On revient à la psychogénéalogie, on dessine. Moi, je vais faire beaucoup de dessins, pas uniquement l'arbre généalogique, hein, c'est pas uniquement des noms, c'est vraiment, on fait un dessin, on met des couleurs, on met une dynamique. Il y a tout un travail. C'est très intéressant de faire première séance
décodage familial, deuxième séance, on va dans les annales akashiques. Ou alors, première séance, décodage familial, deuxième séance, on débloque tout, troisième séance, on va dans les annales akashiques, on apaise tout, on redémarre sur une autre base. Ça, articuler les deux, l'en haut, l'en bas, c'est passionnant. C'est un pack que je vais proposer là à la rentrée. Je vais proposer un pack trois séances de déblocage familial, déblocage anal akashique. On débloque dans l'en bas, on débloque dans l'en haut. Ça va se faire à la rentrée. Donc, débloquer dans l'en bas, eh bien, je fais dessiner les personnes. Hein, on fait des arbres, on fait des petits dessins. Des fois, c'est pas forcément un arbre. Ça peut être dessiné autrement. La personne reste très libre. Moi, il y a beaucoup de liberté quand je fais dessiner les gens. Donc, quand je fais, par exemple, un dessin d'arbre, ben, je m'en fiche de prendre la feuille dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Hein, c'est pas... je mets pas forcément des règles très, très strictes, au contraire. Je laisse la place à beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Je connecte la personne sur son enfant intérieur. Je l'autorise à. Tout ça parce que je me suis aperçue en fait que les personnes dans leur enfance, elles ont dû répondre à un cadre très strict et elles n'ont pas pu exprimer des choses. Donc en thérapie, je les aide vraiment à s'exprimer, à se lâcher, à libérer. Et c'est comme ça qu'on fait parler les inconscients. C'est pas en disant attention, ça c'est comme ça c'est comme ça. Ça peut, mais j'utilise pas cette méthode-là. J'ai une méthodologie qui est très très ouverte et qui donne de très bons résultats. Et quand ça donne de très bons résultats, comme ça, eh ben les inconscients ils parlent. Et on va regarder ce que ça raconte. Et puis des fois, eh ben, paf, le secret qui apparaît. Ah, là on voit quelque chose qui colle pas quoi. Je me souviens avoir fait le décodage pour une personne de ma famille. C'est un des premiers décodages que j'ai fait, ça m'a beaucoup marqué. La personne me met en haut les autres, avec les dessins. Et alors là, j'ai tout de suite capté, ça m'a fait penser au film Les Autres. C'est un film avec Nicole Kidman, où ce sont des entités, en fait, qui habitent une maison. Et une mère avec ses deux enfants qui entendent ces entités et qui prennent très peur. Et puis à un moment donné, on va comprendre que le processus, il est inverse. C'est-à-dire que en fait, les entités, ce ne sont pas des entités, ce sont des personnes vivantes. Et c'est la mère avec ses deux enfants qui sont des âmes qui ne sont pas passées de l'autre. Et donc, il y a tout un processus qui est vivant, qui est mort, qui est une entité, qui est incarnée. Et ça, c'est très surprenant. C'est vraiment un film qui m'avait beaucoup marqué. Cette personne de ma famille, alors c'est pas ma famille à moi, c'est une famille par alliance. Donc quand on a eu rendez-vous, j'ai cherché à lui faire exprimer ce qu'étaient les autres. On parle d'une personne qui s'appelle Pierre. Pierre se retrouve en haut. Ah oui, mais Pierre, il ne peut pas se retrouver en haut. Pierre, il est forcément en bas. C'est-à-dire que les pierres, elles sont forcément au centre. Et là, on va être complètement inversé. Parce qu'une pierre qui est en haut, elle tombe. Donc il a fallu tourner. Et en plus, c'est quelqu'un qui était vivant. Donc on a tourné la page, on a inversé le principe. Quand on comprend un petit peu comment ça se passe, on visualise un petit peu les différents pôles, à des moments, il y a des secrets de famille. Alors, aller déterrer les morts, c'est intéressant. On va déterrer les morts, on les fait parler. Et puis à un moment donné, il faut remettre les morts dans le cercueil, refermer le cercueil et rendre les morts aux morts. Et les vivants aux vivants. Parce que sinon, on vit en permanence avec les morts. Il y a des gens qui font beaucoup de décodage familial et qui se retrouvent avec des idées comme ça de personnes en fait qui sont décédées depuis très longtemps. Mais quand on fait les dessins, on s'aperçoit qu'ils sont toujours vivants. Ils sont allés les déterrer, mais ils vivent avec eux. Qui est mort, qui est vivant. À quel monde j'appartiens? Il y a des personnes qui ne savent pas si elles sont vivantes ou mortes. Donc c'est vraiment important de savoir à quel monde on appartient. Et puis à des moments, on a des secrets. Et là, le secret, on le voit très bien. Le secret, il apparaît. Et alors, pour avoir accès au secret, les annales akashiques, c'est... Et on va chercher comme ça à déterrer des secrets. On va chercher dans le processus de récupération, dans ce processus de nettoyage, dans le processus thérapeutique, on va utiliser la puissance des annales akashiques pour aller soigner l'arbre familial. Et ça donne des résultats stupéfiants. C'est-à-dire que quand on va soigner l'arbre, quand on va chercher le secret, quand on met à jour le secret, quand la personne en prend connaissance, en prend conscience que le secret sort, qu'il est révélé,
l'inconscient peut passer à autre chose. C'est intégré. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant de mettre en liaison la famille en transgénérationnel, donc faire un travail dans l'en bas sur le transgénérationnel et faire un travail dans l'en haut en transgénérationnel. Donc dans les annales akashiques. Et d'articuler tout ça les deux ensemble. C'est vraiment passionnant, ça donne de très, très beaux résultats. C'est quelque chose que je vais développer dans les mois qui viennent pour proposer ce pack. Parce que justement, ça permet de débloquer des souffrances qui sont marquées depuis très longtemps. Parce que le but, en fait, de nos ancêtres, eh bien, c'est, ils veulent nous montrer quelque chose, mais pas pour qu'on y reste. Ils veulent nous éclairer sur quelque chose, mais pas pour qu'on en souffre, pour qu'on soit libéré. Notre but, c'est de libérer l'arbre. C'est pas de nourrir la souffrance en permanence. C'est pas de rester prisonnier de ce que nos ancêtres ont vécu. Un ancêtre a été abandonné, il a perdu un enfant, c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il veut pour les autres enfants? Qu'est-ce qu'il veut pour sa lignée? Et il veut qu'elle réussisse. Il veut qu'elle soit heureuse. Il veut la débloquer. Et en fait, on arrive à travailler avec les ancêtres. Et en plus, dans les annales akashiques, on arrive à faire parler les morts. On arrive à aller voir les morts. On arrive à apaiser les morts. Donc, il y a vraiment tout un mécanisme de pardon qu'on peut activer en faisant en tissant un dialogue entre l'ancien qui est décédé et la personne qui est vivante. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire dans les annales akashiques. Et puis, aller chercher les dossiers des lieux où ils ont vécu, les dossiers des personnes, les dossiers des secrets. Et tout ça, on peut les ouvrir. Mais on peut les ouvrir pas de façon gratuite, pas de façon pour violer l'intimité d'une personne. Il ne s'agit pas de violer les secrets d'un ancêtre. Mais à un moment donné, quand le secret d'un ancêtre nous empêche de vivre, eh bien, nous avons aussi le droit de demander des comptes. Nous sommes la suite, nous sommes la lignée, nous sommes l'avenir de l'ancêtre. Eh bien, à ce titre-là, nous sommes légitimes à aller chercher de l'information. Quand vous arrivez dans une mairie et que vous demandez de l'information sur un ancêtre, vous demandez par exemple votre livret de famille, votre fiche d'état civil, votre fiche familiale d'état civil, vous demandez celle d'un ancêtre. Qu'est-ce qu'on vous demande? Eh bien, il faut établir sa filiation. Vous avez un document qui prouve que vous êtes la fille, le fils, le petit-fils. Bon, jusqu'à 100 ans, c'est obligatoire. Après, c'est différent. Après 100 ans, on considère que c'est du domaine public. Eh bien là, c'est pareil. Quand vous allez dans les annales akashiques d'un ancêtre, il faut être légitime. Quel est ce secret qu'il porte? Quel est ce secret qui m'empêche de vivre? C'est pas lui qui est concerné, c'est moi. C'est moi qui bloque la souffrance. C'est moi qui la vis. Lui, il est mort. Ok, son âme, elle est sûrement en paix. Elle est dans le jardin des âmes, elle est dans l'entre-deux-vie. Mais en attendant, c'est moi qui ai le problème, qui est hérité de l'ADN qui posait problème. Comment je vais faire pour soigner cet ADN? Comment je vais faire pour restaurer ce qui a été endommagé, ce qui a été abîmé? Là, on parle de travail de restauration. Alors, il y a des méthodologies pour restaurer l'ADN, comme les lettres hébraïques, comme l'activation de certains soins, comme les élixirs énergétiques, mais aussi comme la compréhension. C'est-à-dire que nommer les choses permet au cerveau d'agir. Notre conscience, elle permet de cicatriser le corps, de cicatriser l'ADN. Parce que si on souffre d'un trouble qui n'est pas adéquat, eh bien on est légitime à guérir. Et à ce moment-là, il va y avoir une récupération. Le cerveau, le corps, tout notre structure, aussi bien osseuse que musculaire, que génétique, va se mettre en route pour nous soigner. Parce que notre état normal, c'est la santé. Donc, si quand on est malade, c'est qu'on n'est pas dans un état normal. Et là, le corps va se mettre en route pour nous soigner, mais à condition d'avoir l'information. Si nous n'avons pas l'information, nous ne savons pas. Donc, c'est de l'ordre du non-dit. C'est de l'ordre de l'indicible. Ce qui n'est pas dit n'existe pas, sauf que ça existe. Donc, c'est dans l'inconscient. Comment je vais faire parler mon inconscient? C'est ça qui est intéressant, c'est des fois de faire parler l'inconscient. Quand vous faites un dessin, que vous avez une personne qui d'un coup va vous dessiner, on voit, il y en a deux. Ah bah, il y avait un jumeau dans le ventre de la mère. T'es au courant? Ah bah oui, ma mère, elle s'est posé la question. Oui, t'es posé la question. Et toi? Bah, on n'en a jamais vraiment parlé avec maman, mais oui, la question a été posée. J'ai jamais osé vraiment l'aborder. Ok? Tu cherches un jumeau dans ta vie? Ah oui.
Oui, je suis en train en permanence à chercher des jumeaux. J'ai vécu des abandons, des trahisons d'amis. Je cherche une gémellité. Et ben, la personne, quand elle va pouvoir identifier, nommer, comprendre d'où vient, d'où vient des souffrances qui sont profondes, eh ben, elle va avoir les outils pour passer à autre chose. Hein. Pour, le but des annales akashiques ou de toute démarche de développement personnel, de toute démarche thérapeutique, c'est d'aller mieux. C'est pas de rester enfermé dans une démarche. Le but, c'est de guérir. Hein. Si on fait du développement personnel, si on fait de la thérapie, si on fait, alors quelle que soit la thérapie qu'on fait, si on fait des annales akashiques, eh bien c'est pour aller beaucoup mieux. C'est pour guérir, c'est pour soigner. Hein, c'est pour se soigner. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Si on va dans les annales akashiques uniquement parce que, bah oui, tiens, j'ai vu une information, je vais la voir par curiosité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les gens qui viennent me voir ont un intérêt direct. Ils ont une souffrance qu'ils n'arrivent pas à exprimer, ou ils ont un potentiel qu'ils n'arrivent pas à exprimer, ou alors ils ont des questions spirituelles profondes et ils ont besoin de réponses. Pourquoi ils ont besoin de réponses? Parce qu'à ce moment-là, sur leur développement spirituel, ils ont besoin d'avancer. Et ils vont aller chercher de l'information auprès des guides, auprès des gardiens des dossiers, auprès des maîtres. Ils vont vivre une grande expérience spirituelle. Et tout ça va s'inscrire en vous. Tout ça va modifier votre ADN. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez vivre cette expérience, en particulier quand vous allez finaliser dans les annales akashiques, eh bien, ça va changer vos corps énergétiques. Mais quand vous changez vos corps énergétiques, quand vous reprogrammez quelque part votre énergie, c'est pour ça qu'après une séance annale akashique, il y a un temps d'intégration. 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Eh bien, votre famille, vos enfants, en particulier votre conjoint, ça va s'agencer différemment. Ça va bouger complètement. Et là, j'ai une boule de lumière à côté de moi qui bouge. C'est assez surprenant. C'est comme s'il y avait, voilà, un membre de ma famille d'âme qui soit manifesté. C'est assez marrant. Par synchronicité, c'est assez rigolo. Donc, je vais accepter que cette lumière-là à côté de moi. Ces lumières, on est à la fin du jour, en fait. Et c'est toujours plus difficile de faire des vidéos à la fin de journée plutôt qu'au début. Donc, les familles d'âme, eh ben, comment aller guérir sa famille, comment aller guérir sa lignée, comment aller se reprogrammer, hein, puisqu'après, c'est la finalité, eh c'est la reprogrammation. Eh bien, tout ça, ça nous est aidé par les annales akashiques. Donc ça, c'est le complément du travail de l'en bas, hein, du travail qu'on peut faire sur notre arbre familial, comment on va guérir l'arbre familial, comment on va trancher les douleurs, et puis comment on va faire parler les secrets. Donc comment on va ouvrir les tombes, regarder, et puis refermer les tombes, et remettre de la terre dessus, les laisser au cimetière, de temps en temps on ira les voir, on amènera des fleurs, mais on ne vit pas avec les cimetières. Hein, on ne vit pas dans les cimetières, on ne vit pas avec les tombes. À un moment donné, il faut savoir aussi séparer qui est vivant, qui est mort. Hein, ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Tout au moins, tant que notre âme, elle est ici. Après, il y a d'autres compréhensions, on en parlera dans une autre vidéo, mais dans cette compréhension-là, de cette lignée familiale à guérir, à soigner pour mieux vivre, hein, eh bien, les annales akashiques sont aussi une réponse très importante en complément d'un décodage psychogénéalogique. Belle journée à tous, et puis à demain pour une nouvelle vidéo.